Bonjour, bonsoir, bienvenue dans ce 7e épisode du Club de lecture sur le thème bleu. Voilà un thème qui est très large et qui est compliqué visiblement pour essayer de trouver tout ce qui va bien dedans. Mais on y est arrivé, en tout cas toutes les 4 on y est arrivé. Avec moi ce soir il y a Alex, Coucou, Corée, coucou, et Lisa. Salut. Est-ce que ça a été facile de trouver ce que vous alliez lire pour ce soir? oui. Non. Et toi Alexine? Oui, mais j'ai regretté après. Mais t'as vite eu une idée par contre. Oui. Et toi, Pomme? Eh ben, en fait, moi, je vous l'explique après, mais j'avais choisi ce thème en ayant en tête ce que je voulais lire. Mais ça n'a pas été si simple que ça. Mais je développe après quand je parle du livre, donc je vais pas trop en dire tout de suite. Ça fait du suspense, ça donne envie à tout le monde de rester pour savoir, mais de quoi parle-t-elle? Mon Dieu, mais quelle folie. Bon, eh ben, très bien, alors, qui veut commencer? Alors, pendant que vous vous décidez, on va saluer les 3000 personnes du chat. Salut le chat! Wouh, wouh. Iphigénie, toujours fidèle, avait quelque chose, a lu quelque chose. Ouais, Et Mirette, je sais pas, quelque chose en lien avec le thème bleu. Je pense, en tout cas, il me semble avoir compris. Ce qu'elle nous dit, mais après, elle nous a pas fait la photo du livre, tout ça. Oui, on n'en sait pas plus. C'est pas plus. Bon alors, qui commence? Moi, je me lance, hein, si personne veut y aller, m'en fous. Hein. Allez, ben je me lance. Allez. Alors, où est mon texte? Mon amour, quand tu liras ces mots, j'aurai quitté ce monde. Cette première phrase s'étale sur plusieurs cases. Une page entière, en fait. Dans la première, on voit un bus de ville sous la pluie. Les vrais reconnaîtront de suite les couleurs de Transpol, l'ancien nom de la société de transport en commun de la métropole lilloise. Les autres cases font un zoom à l'intérieur du bus. Une jeune femme, blonde, le visage fermé, semble triste. Elle est focus sur la bague qu'elle porte à l'annulaire. Dès le départ, le camailleux de gris prend le dessus, même si d'autres couleurs sont présentes. La jeune femme porte un pull bleu. Le style dessin me fait un peu penser à de l'aquarelle, mais je suis pas assez calée sur ce sujet pour être sûre que ce soit vraiment de l'aquarelle. Sur la double page suivante, la jeune femme arrive chez une femme plus âgée, tout aussi triste, qui lui donne une lettre. Il n'y a aucun échange entre elles. Ce qu'il y a sur cette lettre, je voudrais vous le lire parce que ça justifie déjà le choix de cette BD pour le thème, mais surtout parce que ça introduit bien le reste de l'histoire. Je ne vais pas redire ici tout ce que tu sais déjà, tout ce que j'ai pu t'écrire dans de précédentes lettres ou pendant toutes ces années passées dans ta chaleur. Je tiens à te remercier pour ton dévouement ces derniers jours à l'hôpital aurait été un cauchemar si tu n'avais pas été là. Grâce à toi, je pars sereine et je ne remercierai jamais assez le ciel de t'avoir rencontré. J'ai demandé à ma mère de mettre sur mon bureau, pour toi, ce que j'ai de plus précieux, mes journaux intimes. Je veux que ce soit toi qui les conserves, il y a là tous mes souvenirs d'ado teintés de bleu, bleu encre, bleu azur, bleu marine, bleu clin, bleu cyan, bleu outre-mer. Le bleu est devenu une couleur chaude. Je t'aime Emma, tu es l'être de ma vie. Signé Clémentine. Emma donc est seule, éplorée, dans la chambre de Clémentine qui semble l'avoir tant aimée. Elle se plonge dans la lecture des journaux intimes de la défunte, et ça commence par un carnet très bleu. Dès que l'on rejoint le passé, le dessin ne montre plus aucune couleur, uniquement le fameux camailleux de gris et du bleu, un bleu vif et pétillant. Alors excusez-moi la pauvreté de mon vocabulaire quand il s'agit de parler de couleurs, mais contrairement à ce que dit la légende, toutes les femmes n'ont pas toutes les références Pantone en tête. Dans les souvenirs de Clémentine, ce qui est montré en bleu, à chaque fois, c'est la chose importante du moment. Pas forcément celle qui est joyeuse ou épanouissante, c'est celle qui est importante. Ou en tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai compris. Et l'histoire dans l'histoire, elle commence en 1994. La première page du journal de Clémentine, c'est septembre 1994, elle vient juste de rentrer au lycée. Elle a aussi rencontré ce garçon, qui est plutôt beau gosse, un terminal. Mais voilà qu'un jour, en traversant la Grand Place, elle croise le regard de cette femme aux cheveux bleus, et tout va changer. Cette femme et ce regard vont envahir ses pensées et ses rêves les plus intimes. Sauf qu'on lui a toujours dit qu'elle est une fille, et qu'une fille ça doit rêver de garçons, et puis penser aux garçons, et puis aimer un garçon. Cette fille aux cheveux bleus, c'est Emma. C'est pas du tout un spoil, on l'apprend dès la page 4, et puis en plus c'est écrit dans le résumé en 4e de couverture. Emma donc, qui est en train de lire les journaux intimes. On va donc suivre cette adolescente qui se bat avec ses élans du cœur et ses élans du bas-ventre, qui vont pas toujours dans le même sens. Et puis finalement, comme on a toutes pu en vivre à l'adolescence, ou quasiment toutes en tout cas,
Sauf que Clémentine doit en plus se battre avec le fait d'accepter que ses élans ne vont pas vers les personnes que la société attend. Avec la peur d'être jugée par ses amis, d'être rejetée par sa famille, la difficulté de s'accepter soi-même, et tout ça, c'est pas rien quand même. Je vais pas trop vous dévoiler la suite, ni vous dire comment ça se finit, à part qu'il n'y a pas de retournement magique. Clem est toujours morte à la fin. Je me rends compte que je ne vous ai toujours pas dit de quoi je parle. Je pense que beaucoup d'entre vous l'auront deviné cependant, il s'agit de la BD « Le bleu est une couleur chaude » de Jules Marot. La plupart des gens connaissent surtout son adaptation cinéma, La vie d'Adèle, avec Adèle Exarchopoulos et Léa Seydoux. Moi, j'ai pas vu ce film, donc je peux pas en parler en tant qu'adaptation. Je sais que l'auteurice était pas fan de ce qu'a fait... J'ai même oublié son nom avec ce film, le réalisateur. Donc cette BD, on me l'a offerte il y a une dizaine d'années. Je ne l'avais pas lue jusque-là, parce que je pensais qu'elle allait me faire pleurer, et que comme j'aime pas être triste, je me jette pas sur les œuvres qui risquent de me rendre triste. Mais par contre, même si je ne me souviens pas exactement de quand je l'ai reçue, c'était pour un anniversaire, je ne sais plus lequel, je me souviens que c'était un cadeau qui m'avait fait plaisir, parce que c'était pas un cadeau par défaut, un cadeau sans âme, un cadeau parce que on a été invité à un anniversaire et puis il faut bien faire un cadeau. Le copain qui me l'a offerte, Cidre, alors c'est pas son vrai prénom, hein, évidemment, c'est son surnom. Ce copain, donc, avait aimé cette lecture et avait voulu me la faire découvrir. Donc c'est une BD que j'ai toujours gardée dans ma bibliothèque et qui a survécu à 2 tris par le vide, parce que je me suis dit toujours, peut-être qu'un jour je la lirai, on verra. Quand on a lancé le club de lecture et le tirage des thèmes au sort, je me suis dit donc que j'allais mettre le thème bleu dans le chapeau, et puis que ce serait l'occasion de lire cette BD, de me forcer un peu à la lire. Et sauf que voilà, au moment de la sortir de ma bibliothèque, le mois dernier donc, pas moyen de la retrouver. Et comme je vais bientôt déménager, j'ai déjà fait plein de cartons. On a réouvert les cartons, on a vidé les cartons, pas moyen de retrouver la BD. Je me suis donc dit que je pensais l'avoir gardée, mais que je l'avais sûrement virée dans le premier tri par le vide. Et donc j'ai commencé un autre bouquin, peut-être je vous en parlerai un peu plus tard dans l'épisode. J'étais quand même très étonnée de m'en être séparée, mais bon voilà. Et puis en râlant auprès de mon copain Quentin, d'avoir perdu cette BD, de pas savoir ce que j'en ai fait, mais pourquoi est-ce que je l'ai virée, en fait il m'a fait remarquer que lui, il a cette BD chez lui et puis qu'il sait pas d'où elle vient. J'ai donc récupéré ma BD, et j'ai pu la lire, enfin. Et voilà donc que je la découvre à 40 ans, loin de l'âge des adolescentes, des héroïnes en tout cas de cette histoire. Et puis j'ai pas pleuré, contrairement à ce à quoi je m'attendais. Alors j'ai pas ri aux éclats non plus, loin de là, mais j'ai trouvé que c'était une histoire qui était belle, qui était douce malgré tout, malgré la violence des sentiments et des rejets que peuvent subir les héroïnes dans cette société des années 90, qui est encore moins ouverte d'esprit que notre société à nous, qui a encore beaucoup de chemin à parcourir. Pour rappel, le Pax c'est 99, donc 5 ans après cette histoire, et l'homophobie crasse de beaucoup avait été hyper violente à cette époque-là. Et malgré cette fin funeste, annoncée dès les premières pages, avant cette histoire de fille qui aime une fille, il s'agit surtout de l'histoire d'une ado qui découvre ce que c'est qu'être amoureuse, de penser à l'autre tout le temps, d'attendre ses coups de téléphone, les rendez-vous devant le lycée, d'espérer ce premier baiser, puis le suivant et puis tous les autres. Emma dit même à la mère de Clémentine, à un moment donné, qui essaie de justifier l'attitude de son mari, « Vous n'avez qu'à lui dire que si j'avais été un garçon, Clem serait tombée amoureuse de moi quand même. » Et je vais finir sur cette phrase d'Emma à Clémentine, bien avant son décès. « Je t'aime passionnément et je t'aime paisiblement, et peut-être est-ce cela l'amour éternel, ce mélange de paix et de feu. » Ouh. C'était ma lecture. Alors moi c'est un livre qui m'a été proposé par mon libraire justement, et effectivement ça m'a pas branché parce que justement c'était pas offert, il y avait pas une intention, c'était juste voilà, et donc ça m'avait branché de le lire, mais peut-être pas dans ce cadre-là, parce que du coup c'est typiquement justement, je pense que c'est le genre de bouquin qui peut-être qui s'offre quoi, et qu'on s'achète parce qu'on se sent concerné précisément, mais pas juste parce que c'est bleu. Je trouvais que c'était pas une raison suffisante de choisir celui-ci. Après, ça peut être l'occasion qui fait le larron, comme dirait l'autre. Ouais, certes. C'est-à-dire c'est une BD qui est quand même, je trouve, très belle et très chouette à lire. Les dessins sont très beaux, vraiment, c'est des dessins dans lesquels il est facile de rentrer, etc. Donc, disons que ça peut être l'occasion de la lire, tout simplement. Est-ce que vous l'aviez lu, vous, sinon, celle-là ?
Je l'ai lu et je pense que je l'ai feuilleté au départ au furet et j'ai continué de la feuilleter au furet. Je l'ai reposée au furet après l'avoir terminée parce que je savais que j'allais pas la relire. J'étais juste contente d'avoir lu l'histoire, tout simplement. Mais ouais, enfin, elle est magnifique. Et toi, Alex ? Tu connais, t'as déjà lu ? Alors, je ne l'ai pas lu, mais parce que ce qui m'a coupé l'envie de le lire, en fait, c'est que j'ai vu le film à sa sortie. Et j'ai beau adorer le casting, le film m'avait vraiment laissé perplexe. Et je sais pas, j'avais pas aimé. Et je me suis dit, la BD, ça se trouve, ça va pas me plaire. Mais en fait, vu comment tu l'as décrit, je pense que c'est peut-être plus doux que le film. Ah oui, je pense. Alors, j'ai pas vu le film, mais de ce que j'en ai entendu, oui, c'est beaucoup plus doux. Et de toute façon, Jules Marot, donc, qui a fait la BD, déteste le film, aime pas le film. Donc, ça peut être un indice que c'est pas pareil, quoi. C'est pour ça. Donc, je pense que je vais me tenter la BD parce que l'histoire partait bien. Et puis, je sais pas. Il y a quelque chose qui m'a pas plu dans le film, peut-être la façon dont c'est écrit. Donc je pense que je me tenterai la BD parce que rien que ta lecture, ça m'a beaucoup touchée. Enfin, j'avais envie de savoir la suite. Alors ça fait partie des trucs un peu frustrants avec cette BD, c'est que je pense que je pourrais lire 10 tomes de la vie de Clem et Emma. Et il y a beaucoup d'ellipses du coup, puisque c'est qu'un tome et que bon, ça spoil un petit peu, mais le décès de Clémentine n'arrive pas alors qu'elle sort du lycée, quoi. Ça arrive quelques années plus tard, donc elles font un bout de vie ensemble, quoi. Mais y a Iphigénie dans le chat qui dit qu'elle connaît aucune lesbienne qui aime la version de Keshish. Voilà, c'est Keshish qui a fait le film, je retrouvais plus son nom. Mais que peut-être il y en a, en tout cas elle les connaît pas, que le film sexualise beaucoup et efface beaucoup la tendresse. Ouais, c'est vrai que le film est très... En fait, on a l'impression qu'il montre des lesbiennes qui font des trucs parce que c'est la tendance. Et ce film est sorti, mais j'ai l'impression qu'il est sorti sur une timeline pas si loin de Nymphomania, et j'avais l'impression qu'il voulait juste montrer du sexe dans tous les films qui passaient. Et pourtant... Je sais pas quand est sorti Nymphomania. La BD, en tout cas, elle est sortie en 2010 et le film en 2013. Mais ouais, non, moi, je suis pas très à l'aise quand on me montre pas forcément l'histoire. Enfin, moi, je me laisse plus porter par les émotions, les sentiments. Ouais, voilà, ça me fatigue un peu, en fait, quand je vais voir un film. Iphigénie dit, c'est globalement un mec hétérosexuel qui voulait voir des lesbiennes faire des trucs. Et c'est un peu la sensation que j'ai. Je suis assez d'accord avec sa vision. Mais après, si la BD est pas dans ce style-là, pas du tout. Pas du tout. Non, vraiment pas. Tu peux y aller. Mais du coup, j'ai pas énormément de choses en plus à dire sur cette BD parce que finalement l'histoire est quand même assez simple. C'est pas négatif quand je dis ça. Pas besoin que tout soit tordu et très compliqué pour que ce soit bien. Mais c'est vrai que du coup, il y a pas des millions de choses. Alors il y en a peut-être à dire que moi j'ai pas que je saisis pas. Peut-être, très certainement. Mais voilà, je sais pas, c'était malgré le côté triste, c'était doux à lire. Et en plus, je l'ai lu un soir, je m'étais mis de la musique dans les oreilles. Vraiment, j'entendais plus aucun bruit autour de moi à part la musique. Et du coup, j'étais dans ma lecture. Le livre, la BD est un peu grande en taille. Enfin, non, en fait, c'est une taille de BD classique, mais disons que ça... C'est pas la taille d'un roman, c'est la taille d'une BD, donc ça faisait, je sais pas, ça me faisait comme une bulle. Et à un moment donné, Monsieur Pomme est venu me parler, ça m'a donné l'impression qu'il rentrait dans cette bulle. Alors, il venait me demander ce que je voulais manger, tu vois, c'était vraiment pas une agression, même au contraire. Mais à ce moment-là, c'était, je sais pas, j'étais tellement enfermée dans ma bulle et dans l'histoire avec Emma et Clémentine que tout truc qui venait de l'extérieur et qui était pas en bleu-gris avec façon aquarelle était une agression. Non, puis des fois ça fait juste du bien de voir la vie d'une personne, tout simplement, même, tout à fait. Même si elle n'est pas réelle. Iphigénie a demandé si Monsieur Pomme avait perdu une main. Non, il était trop loin, il était à l'entrée de la porte et moi j'étais bien calée sur le lit avec le chat. Ça, il a fallu que je me lève. La flemme. Ouf. Alors, qui prend la suite? On sentait juste que elle t'avait plu et en fait t'as
T'as bien retracé l'esprit de la BD, c'est-à-dire c'est tout calme, c'est tout mignon. Je peux pas dire que c'est calme et mignon. Il y a quand même... Oui, mais... C'est pas calme et mignon, parce que les peurs qu'elle a, Clémentine, par rapport à son homosexualité, est-ce que ses copines vont l'accepter ou pas, est-ce que ses copains vont l'accepter ou pas, est-ce que ses parents vont la foutre dehors ou pas, ses parents qui sont réac, etc. Dès le départ, on le voit. Et puis les élans, ne serait-ce que de l'amour, qui est pas certain, qui est... on peut pas dire que ce soit calme, mais en fait, c'est leur amour est doux. Ouais. Enfin, voilà. C'est ça. On passe à la suite ? Allez, qui ? Donc, Lisa, t'étais motivée. Allez, j'étais chaud. Quelque part dans les écrins. Je sors de la librairie des Cordeliers. J'attends des amis au café-jeu du bas de la ville. J'ouvre donc le livre choisi. Page 23, j'ai déjà les yeux dans l'eau. Je ferme le livre, j'écris cette intro. Salut, je suis Lisa et ce soir, j'ai posé mon bleu de travail pour vous parler du roman graphique de Jean-Marc Rochette, Le Loup. Le lien avec le thème du jour, ça se passe sur les sommets de la planète bleue, dans le parc national des Écrins, entre Grenoble, Briançon et Gap. Beaucoup de planches sont des paysages enneigés, donc blancs et bleus. C'est l'histoire d'une lutte entre un homme et un loup, à base de, tu l'as vu, mon gros harpon, fusil. Enfin, ouais, c'est Moby Dick dans la montagne, quoi. Pépère élève des brebis, et une louve attaque le troupeau, alors Pépère la tue. Donc j'ai pas pu m'empêcher d'appeler le louveteau orphelin Bambi. Là, on est à la page 23, vous l'aurez compris. Le temps passe, Bambi grandit et Pépère boit. Jusqu'à ce que... Non, Gwendoline Gwendoline, c'est la brebis, c'est une BFL, une face bleue de Lester. Fan de laine, tu me comprendras. Donc, non, Gwendoline, ne va pas par là, tu vas tomber. Et paf, le chien aussi. Pépère pleure et Bambi bouffe. Et puis Pépère boit. Il voit dans son trip son fils casque bleu mort au combat. Bon, j'en dirai pas plus sur l'histoire elle-même. On aborde les thèmes de l'écologie, la solitude et l'isolement, l'entêtement, l'anthropomorphisation de l'animal. Rien de bien inédit, même quand on est un bleu dans le sujet du pastoralisme. La postface de Baptiste Morisot, philosophe écolo, signataire du premier appel des soulèvements de la Terre, propose une cohabitation diplomatique avec le vivant. Mouais. Vernis intello pour Bobo Desvilles qui regarde les matchs des Bleus au Qatar. Mais bon, puisqu'on parle d'une BD, il y a aussi le graphisme qui compte. Un peu comme un personnage secondaire qui prend toute la place. Et là, c'est pour moi la meilleure part. Les traits semblent grossiers, comme tracés à la va-vite, et pourtant, ils ont la précision d'un couteau de cordon bleu. Je reconnais ces montagnes où je suis allée au temps où je lisais les Schtroumpfs, et puis plus tard, juste pour profiter du silence et de la solitude, en grignotant mon bleu de Sassenage, assise sur une pierre et les yeux au ciel. J'ai souvenir de ces rapaces observés avec les jumelles dans une main et le manuel de l'autre, et même le discret Ticodrome échelette dont j'ai ensuite traqué les flashs rouges dans le Vercors. Pas fleur bleue pour un sou, la vie solitaire sur une montagne ensevelie par la neige, à tricoter au coin du feu, à me balader et juste regarder autour de moi, ça a longtemps été un de mes fantasmes. À base de l'enfer c'est les autres, de casse-toi barbe bleue, de phobie sociale, tout ça. Et puis bon, c'est peut-être l'âge, mais un minimum de confort m'est nécessaire aujourd'hui, et j'aurai une peur bleue, perchée sur ma montagne, de ne pas avoir la fibre. C'est bien la fibre. Avec tout ça, et même si cet ouvrage n'est pas bluffant, j'ai chouiné pleurer la quasi-totalité du temps de lecture, entre souvenirs réels et rêves bleus d'une retraite à l'Ermitage. D'ailleurs, libraire des Cordeliers, si tu m'écoutes, pense à offrir un paquet de mouchoirs avec l'album. Bon, blague à part, vous l'aurez compris, j'ai pas fumé l'herbe bleue pour ce club de lecture, c'est juste que le thème m'a beaucoup plus ambiancé que l'ouvrage choisi. Pauvre Bambi quand même. Ouais, Bambi. Donc une BD aussi. Ouais. Je trouvais que c'était un thème qui allait bien vers la BD. Bah carrément. Et, d'autant que j'en lis pas, en fait. Donc c'était un peu l'occasion, c'est un peu pour ça que je suis partie sur de la BD. Mais en fait, c'était chiant. Voilà. Mais t'as beaucoup pleuré, mais c'était chiant.
Ouais, mais parce que c'est ça, en fait, ça m'a fait pleurer parce que, bon, Bambi, pardon, mais qui pleure pas. Franchement, bon. Et non, mais en fait, c'est pas tant l'histoire, parce que oui, si, c'est ça, la lutte du gars, je suis un chasseur, le loup, il a tué mes brebis, gna gna gna, je vais lui courir après, puis en fait, il est gentil, alors je lui laisse les entrailles des chamois que j'ai tués, ouais, vas-y, quoi. Mais non, en fait, c'est plus parce que c'est des endroits que je connais qu'il a dessiné, le mec, et c'est vrai que tu reconnais c'est un dessin qui est particulier, c'est pas un trait qui a l'air précis, ça a l'air des traits lancés comme ça et tout, mais tu reconnais la putain de montagne, quoi. Donc en réalité, c'est très fort. Enfin, je pense. Oui, je vois ce que tu veux dire. Et en fait, c'est plus ça qui m'a créé un truc que ce que je lisais quelconque. Mais ces montagnes, ça me ramenait d'autres choses. Donc c'est plutôt ça, quoi. Voilà. Je vois ce que tu veux dire, quand tu peux vraiment ancrer l'histoire que tu es en train de lire dans des choses que tu connais. Ça réveille. Le bleu est une couleur chaude, ça se passe à Lille. Ça fait 15 ans que j'habite à Lille maintenant. Il y a plein de dessins. Ne serait-ce que tu vois la couleur du bus Transpol dans le fond. Il n'y avait même pas écrit Transpol dessus, c'est juste les couleurs. Mais j'ai su tout de suite qu'on était à Lille, première image. Et c'est vrai que du coup, tu transposes encore plus l'histoire dans les rues que tu connais, ou les lieux, les montagnes, les trucs. Tu rentres plus dedans. Tu te l'appropries plus, quoi. Ouais, alors moi, j'avais pas envie d'y être avec Pépère. Non, mais... Je l'ai dit, casse-toi, barbe bleue. Hein mais non, mais le lieu, c'est plus que ça m'a ramené à des souvenirs que voilà. C'est plutôt ça. Ok. Mais bon, c'est pas une reco. C'est quelconque. Voilà. Okay. Je pense pas que c'est pas un mauvais livre. Mais t'apprends rien de nouveau, etc. C'est vraiment le trait qui est beau, mais apparemment l'auteur a fait pas mal d'autres choses plus intéressantes que celui-ci, en fait, si tu veux voir de beaux paysages, quoi. Ok. Les filles, vous l'aviez lu, vous en aviez entendu parler, non. Vous avez un avis sur cette question, sur cet auteur? Rien du tout. Là, c'est la découverte totale. Je viens de voir la tête de Lisa, parce que je sais pourquoi elle a fait cette grimace. C'est un auteur qui a beaucoup soutenu Bastien Vives. C'est ça. Il y a eu la polémique autour du Festival d'Angoulême. Mais du coup, j'achèterai encore moins son livre parce que tu nous en avais parlé, du coup. Après, l'essentiel, tu nous l'as donné, et c'était très doux ta façon de raconter. Mais ce monsieur a même fait un caprice, il a dit puisque c'est comme ça, j'arrête la BD et j'arrête d'écrire parce que de toute façon on peut plus rien dire, c'est trop dangereux, on sait jamais quand est-ce que ça va nous tomber sur le coin de la gueule. T'as qu'à pas être un pédophile et ça te tombera pas sur le coin de la gueule. À un moment donné, c'est ça. Donc dites-le avec moi, finalement. Casse-toi barbe bleue. Voilà. Casse-toi barbe bleue. Voilà, ouais, je voulais rallonger ma chronique en parlant un peu du mec parce qu'en fait, il a aussi dessiné le transpersonnage qui est un de mes gros souvenirs. Qui est excellent. Voilà. Et en fait, non. C'est dans ces cas, oui, ce gars est un monsieur qui a peut-être mal vieilli, on sait pas. Il a l'âge d'être un boomer et il a des idées de boomer et il a fait le transpersonnage qui est une BD excellente. C'est ça. Donc, moi j'aurais du mal à dire ne lisez pas le transpersonnage parce que c'est le dessinateur. C'est que le dessinateur. Oui, mais même, tu vois, c'est le transpersonnage, c'est la BD est vraiment bien, l'histoire de fond est vraiment très intéressante, avec une histoire de lutte des classes qui est vraiment très intéressante. Et j'ai trouvé que le film et la série sont pas des adaptations fameuses, donc... Sinon, allez en bibliothèque, si vous voulez pas donner d'argent à ce monsieur. Allez en bibliothèque, comme ça vous pouvez lire. Ou allez lire au furet directement. Mais pour moi, ça reste... c'est une œuvre qui est assez incontournable, le transpersonnage. Bon, après, il a dit de la merde, il a pas non plus fait de la merde. Non, a priori. De ce qu'on en sait. Effectivement. Il n'y a pas de plainte contre lui, il n'y a pas de... Voilà, mais je crois qu'il est bien sur sa montagne. Oui, voilà. Il la représente très bien, c'est cool. Voilà. Bon, ok. En tout cas, c'est beau quand tu parles d'alcoolisme. Oui. Non, mais... Voilà. Non, mais Pépère, quand il est tout pété dans sa montagne, là, il chante des chansons
bizarre. Alors je suis allée taper les paroles pour aller voir qu'est-ce que c'était. Et attends, c'est les paroles de l'armée et tout. Je dis putain, il m'a fait écouter ça, quoi. Non, c'est pas grivois. Hein. Ah non, c'est Elle est belle ma patrie, je me battrai pour toi, machin, quoi. Et donc le rapport avec bleu, c'est parce qu'il y a de la neige, c'est ça ? Oui. D'accord. Parce que les planches, elles sont bleues. Ok. Bah, ça marche. C'est juste, j'étais pas sûre que ce soit ça. C'est la couleur dominante. C'est ça ? Ok. Il y a Wired qui demande si c'est pas en lien avec son fils mort, les chants militaires. Oui, c'est ça, tout à fait. Oui, justement, il pense à son fils et il se met à chanter ça à tue-tête, tout pété dans la neige, voilà. Et comme j'avais besoin de faire une pause, je suis allée voir ce que c'était ces chants, quoi. Si ça existait, s'il avait inventé. Bah oui, j'aime bien de creuser. Ça, t'apprends des choses. Oui, voilà. C'est de la culture générale, voilà. Oui. Pour les futurs karaokés. Bah, imagine un jour tu te fais braquer et on te dit chante une chanson de militaire, sinon je te pique ton sac. Eh ben bim, tu vas pouvoir. Mais non, on sait pas de quoi demain est fait. Oui. C'est pas dit que je la chante celle-là, hein. Je franchement. Non, mais prenez mon sac. Non, j'ai Triane, guerre, vent-vent. Je la chante très mal aussi, mais elle est un tout petit peu plus assumable, quoi. Ok, bon. Ouais. Est-ce qu'on passe à la suite ou est-ce que tu as des choses à ajouter ? Ou à chanter ? Non. Ou à chanter ? Non, j'essaie de vous retrouver les paroles, là, pour vous les lire, à tout le moins. Ah oui, ô France, ma France, de très belle, pour toi je ferai bataille. Je quitterai père et mère sans espoir de les revoir jamais. La. Si d'aventure la mort les refuse, ils rentreront dans leur port et ils boiront le champagne qui fuse à la santé de leur mort. La. Voilà. Pam, tu pourras nous faire ça ambiance une soirée, ça, hein. Une copie de l'enregistrement de Lisa en train de faire la. Je pense que je vais en faire ma sonnerie de téléphone. Oui. Le matin pour se réveiller. Lisa qui lit des chants militaires. Ma tête dès le réveil. Très bien. Bon, voilà, enjoy, hein. Ok. Alors, juste pour les gens qui ne sont pas dans le chat et qui ne nous voient pas, puisqu'on enregistre avec nos caméras, pour ce thème, moi j'ai mis un petit gilet bleu. Lisa, elle a un nœud bleu collé à son casque. Qui prend la suite ? Je peux, sauf si oui. Alors, c'est Corée qui prend la suite, et elle est en train de crocheter un petit tricot bleu. Exactement. Je sors du cabinet de dentiste. En 2022 est sorti un livre collectif et féministe que je me suis empressée d'acheter, devinez, lors d'une promo. Le titre m'avait attirée et je l'ai pris sans lire le résumé parce que... Le béton, vous savez, ce mélange de ciment, de granulats, d'eau et d'adjuvants, ce truc dégueu qui semble avoir fait le bonheur de nos villes et qui est tellement moins beau que la brique qui continue de parsemer les Hauts-de-France. Comment ce truc que je considère comme berk peut-il être subtil ? Ah oui, et les autrices, car c'est un roman pluriel, s'appellent les agglomérés. Du coup, est-ce une invitation à briser l'écologie ? Est-ce une ode à l'architecture des banlieues d'Île-de-France ? Ou un pamphlet ? Tant de questions dont je n'ai évidemment pas eu la réponse puisque j'ai oublié ce livre dès que je me le suis procuré. Vous connaissez toute l'histoire maintenant. Et puis, fin janvier, début février, je ne sais plus, j'ai lu un essai que vous retrouverez bientôt sur Chapitre, Futur au pluriel, réparer la science-fiction de Katie Stewart. Non seulement ce livre, qu'il est bien, mais il fait une méga choré à la fin. Autant vous dire que je l'aime beaucoup. Et dedans, il y avait, vous l'avez dans le mille, Subtil Béton. Là, je me suis dit qu'on n'allait peut-être pas parler d'architecture. Et surtout, mais quel bonheur quand je me suis rendu compte que la couverture était bleue. C'était parfait parce qu'il me fallait vite un livre bleu, vous voyez ? Subtil Béton, c'est le genre de livre que j'aime bien parce que c'est pas un livre qu'on a dans les mains tous les jours. Il est le résultat d'un projet qui a popé dans un atelier d'écriture féministe en 2007. Ce collectif, qui s'est appelé Les Agglomérés, a mis tout ce temps pour donner un roman avec différents types d'écriture à l'intérieur et d'une inclusivité incroyable. C'est aussi le résultat de réflexions sur la question de la lutte, mais aussi sur notre vision du monde. Vous allez me dire,
Ah mais finalement t'as lu un essai ? Bah pas du tout. C'est une histoire qui se profile dans tout ce roman. L'histoire, qu'est-ce que c'est ? Bah on est dans une ville, dans le futur. Il y a une mini-révolution, genre comme dans la Commune de Paris. Mais elle a échoué, genre comme dans la Commune de Paris. Et nous retrouvons le récit de plusieurs personnes dans le quotidien avec un régime politique français que l'on devine avoir dévié vachement à droite. Genre de choses qu'on verra jamais ici, bien entendu. Jamais. Dans cette ville, tout le monde a une puce intégrée près du foie. Elle permet de voir nos déplacements, de voir notre solvabilité, de voir qui on appelle, de voir ce qu'on consomme. De même, ça enregistre nos rythmes de sommeil et notre tension artérielle. Donc si on ne va pas bien, notre employeur peut être prévenu. Non pas pour organiser votre congé maladie, non, ni pour appeler un médecin, mais bien pour vous virer de votre mutuelle ou vous virer tout court en fait. Évidemment, on doit se faire synchroniser la pupuce tous les mois au commissariat, sinon on ne peut pas accéder ni à un travail, ni au logement. Pareil, si votre compte bancaire est bas, vous pouvez vous voir refuser l'accès à certains magasins. Les soins sont aussi extrêmement chers, et les logements sont composés majoritairement de domoparts, comprenez le futur de nos HLM. D'où le lien avec le béton. Vous voyez ? Les gens ne sont évidemment pas contents de ce régime, mais ils y sont habitués, et puis quand tu te révoltes, tu es fiché par la police. Quand il y a des manifs, il y a aussi restriction de déplacement. Pareil, si tu dois te déplacer quand même par voiture, tu dois payer une taxe carbone. Non pas pour t'empêcher de moins polluer, parce qu'il n'y a pas plus de trains que d'habitude, il y en a même moins, mais bien pour t'empêcher de te déplacer. Tes emails, qui sont le principal moyen de communication, peuvent aussi être lus, donc il y a moins de possibilités de se réunir ou de communiquer. Ce récit, c'est comment ces personnes vivent après cet échec. Et il se compose de 5 parties. La montée des eaux, au creux des vagues, ressac, appareillage et équipage. Mariana est de celles qui avaient lutté avant et qui rentraient dans le moule par défaite. Coma est une clandestine qui se demande pourquoi elle continue. Elle voit pas l'utilité de ce qu'elle fait. Onique, elle a abandonné et travaille dans un restaurant. Faz a déménagé pour entrer dans le groupe. Pedro tente de garder la cohésion du groupe. Esterne est un des enfants d'Izem et elle est née dans la clandestinité. Elle a donc aucune chance d'avoir une vie normale. Nous suivons leur histoire. Parfois, ces personnes se croisent, parfois elles interagissent. Et elles ont toutes des avis différents sur l'actualité. Elles font toutes des choses pour lutter à leur échelle. On voit leur évolution, leur petite histoire dans la grande, et à chaque fois qu'on prend leur point de vue, c'est d'une autrice différente, donc c'est une écriture différente. Et on a du mal des fois à voir où ça va en venir au début, parce que on semble qu'il n'y ait pas d'enjeu, mais cet enjeu se dessine au travers ces petits morceaux de vie. Subtil Béton vous apprendra pas à construire un bâtiment, mais vous apprendra à construire d'autres types de récits. C'est à la fois lourd de réflexion, mais en même temps très léger, car on voit d'autres types d'écriture, une autre manière de raconter une histoire. On évolue entre les genres, entre les styles, et je suis très contente d'avoir pu découvrir ce livre. Et si jamais vous voulez vous immerger un peu plus, il y a un site internet dont j'ai donné le lien à Pomme. Et si vous voulez vous immerger encore plus, donc ce site internet a été fait avec l'histoire du projet, la carte de la ville où on évolue, et cela vous permet de continuer un peu l'aventure à votre manière. Et voilà. C'est là que je te synchronise la pupuce, sérieux. Oui, bah écoute, c'est comme ça que je l'ai vécu. Hein. En vidéo, on l'a vu rigoler un petit peu à ce moment-là. J'ai entendu un j'ai fait bon. Oui, écoute, quand t'as dit ça, vraiment, j'avais en tête le « Viens là que je te synchronise la pupuce ». Je partage le lien dont tu as parlé dans le chat. Ah, que tu l'avais pas perdu, en fait. T'as fait une tête de « au secours » ou c'est... Non, j'avais juste pas fait gaffe que dans tout ce qu'elle a partagé tout à l'heure, il y avait ce lien. Mais je me doutais de où je pouvais le trouver. Oui. Ça me fait beaucoup penser à un bouquin que j'ai commencé à lire, que je n'ai pas fini parce que c'est des nouvelles et que je les picore. Au lieu de lire toutes les nouvelles d'un coup, j'ai préféré en prendre, qui s'appelle Bâtir aussi. Émilie en a parlé dans un des choix-pites de l'été dernier. On avait fait 4 épisodes spéciaux sur qu'est-ce qu'on a envie de lire en ce moment, sur la palle, et du coup, Émilie, elle en avait parlé. Bâtir aussi, c'est ce sont les ateliers de l'Antémonde qui ont écrit ça. Donc il y a 7 nouvelles écrites par 7 personnes différentes, 7 femmes. C'est pareil, atelier d'écriture féministe. Ça part du principe que les printemps arabes en 2011 ont donné ton à d'autres révoltes, en fait.
Et que donc ça s'est révolté un peu partout dans le monde, et donc il y a un monde d'après. Et c'est un peu il y a eu une grosse décroissance, etc. Et c'est du coup des petites histoires comme ça dans ce monde-là, et ça me fait un peu penser, ça fait un peu écho, je trouve. Totalement. Non, là c'est pas du tout des recueils de nouvelles. Par contre, chaque personnage est écrit par une autrice différente, mais elle utilise aussi un style différent. Donc tu peux avoir que des rimes. Tu peux avoir une autrice qui écrit en inclusivité totale, donc t'as aucun genre. T'as une autre autrice qui va plus explorer la partie onirique du truc, donc tu sais pas trop si t'es en fantasy ou en science-fiction. Donc du coup, c'est plutôt pas mal. Bon, par contre, les 2 premiers chapitres, t'es paumé, quoi. Après, tu te fais une petite liste et... Bon, ça, le site est très bien. Ça, c'est cool. Et surtout, je trouvais chouette qu'ils aient fait le plan de la ville, parce que t'évolues dedans, en fait, sur plusieurs mois. Et c'est vrai que quand c'est une ville c'est une ville quasiment, enfin, je pense pas que ce soit une ville réelle, donc du coup, t'arrives pas bien à imaginer comment les gens se déplacent. Et du coup, là, tu vois vraiment à quel point tout est refermé. Je pense que aucune de nous ne connaissait ce livre. Je sais pas dans le chat si vous en aviez déjà entendu parler. Moi, ça m'a donné envie. Mais t'avais déjà partagé quelques extraits sur tes réseaux sociaux. Ouais. Qui m'avaient titillé, dirons-nous. Les filles, ça vous parle ça vous en aviez entendu parler? Ça vous fait envie ou pas? Pas du tout entendu parler. Alors Alex, le problème, c'est que tu peux pas te contenter de secouer la tête pour nous répondre, parce que ça passe très mal en podcast. Mais je veux pas te couper la parole, donc j'attends mon temps. J'en profite pour dire à Mielou, oui, alors quand c'est un livre que je t'ai recommandé, ça veut pas dire que tu en as entendu parler, en fait. Ça veut juste dire que je t'ai parlé au moment où je lisais la lecture. Mielou vient juste de dire oui, j'ai entendu parler de ce livre, c'est pas correct. Je dis, ça marche pas. Ça compte quand même, oui, ça compte quand même. J'en avais déjà entendu parler. Écoute, hein, bon. Oui, du coup, moi aussi, via les réseaux sociaux, j'en avais entendu parler. En tout cas, bah écoute, t'as réussi à convaincre le chat, puisque tout le monde a l'air de vouloir le rajouter à sa palle. Ouais. Il existe en EPUB et en... Oui. Il existe en EPUB ou pas? Il existe en EPUB. Et donc le lien avec le bleu, c'est la couverture. Ah oui, bah elle est toute bleue. Ok. Non mais ça marche. C'était juste pour savoir. On avait dit bleu. Oui, bah tu t'es demandé la définition, tu m'as dit un livre bleu. Non. Je t'ai dit, c'est une couleur. Oui, tu m'as dit c'est une couleur. Voilà. Et j'avais bien un livre qui s'appelle Les Cailloux Bleus qui m'attendait, mais bon... Mais tu sais que... Donc, pour ceux qui n'ont pas suivi, c'est le bouquin dont j'ai parlé dans le dernier club de lecture, Les Cailloux Bleus. Je me suis dit, putain, fait chier. Et du coup, je me suis dit, je vais parler de la suite. Sauf que la suite s'appelle Les Mantes Sauvages. Oui, je l'ai aussi. Si ça avait été vert, j'aurais parlé de la suite des Cailloux Bleus. J'aurais continué à vous raconter ce qu'il arrive à Philomène. Les deux sont dans le carton près de l'entrée. Très bien. Ok. Est-ce que vous avez des choses à rajouter? On n'est pas très loquace cet épisode. Non mais c'est bien, pour une fois on fera pas 2 heures d'épisode. Oui, passons à la suite. Alors du coup, maintenant c'est Alex qui va nous parler de son livre. Alex qui a une tasse bleue. De l'Alliance. Pour Azeroth. Le Nunchi. Nunchi, entre parenthèses, 2 points. L'œil et la mesure, ou l'art subtil de déterminer l'état d'esprit et le ressenti de l'autre pour construire une relation harmonieuse, basée sur la confiance et l'échange. Alors en fait, le Nunchi, c'est un truc coréen, donc je me suis dit, cool, je vais le lire, comme ça je pourrais en parler, ça va enrichir ma culture sur la Corée du Sud. Et en fait... j'ai un abonnement Audible, tout simplement parce que je trouve ça cool d'écouter des livres audio au travail. Et j'avais des crédits en trop, je me suis dit le thème c'est bleu. J'ai scrollé un petit peu les livres que j'avais envie de lire entre guillemets sur Audible. Et j'ai dit bah tiens, la couverture elle est bleue, le pouvoir du Nunchi. 5h43 d'écoute, un livre de 207 pages en théorie. C'est facile, j'aurais grave le temps de le lire avant le club de lecture.
Je me lance pas dans un truc de 30 heures d'écoute et tout, un livre de 400 pages, tranquille. J'ai lâché prise au bout de 2 heures. Et c'était en plusieurs fois, parce que vraiment... Alors, le pouvoir du nunchi. Donc, je vais vous lire le résumé. Le secret coréen pour doper son intelligence émotionnelle. Le nunchi, c'est le secret coréen de la confiance en soi, de l'épanouissement et de la réussite. Les Coréens estiment que le nunchi est une des compétences les plus importantes de notre personnalité. Eunhee Hong, donc qui est une Coréenne américaine, vous apprend comment développer votre nunchi, ce qui vous aidera à débloquer les tensions, trouver l'harmonie avec les autres. En fait, développer votre intelligence émotionnelle pour que tout le monde vous suive dans votre projet, qu'il soit personnel ou professionnel. Parce qu'en fait, j'aime bien lire de la non-fiction et j'aime bien lire des livres de développement personnel. Je trouve ça fun. J'adore tous ces livres. Ikigai, le secret japonais du bonheur, Mozzarella, le secret italien de la longévité. J'adore ces livres. J'ai tout lu. J'ai lu Marie Kondo. J'ai lu le mec là qui t'explique comment créer des bonnes habitudes. J'ai lu Le secret pour devenir millionnaire en gagnant moins de 2000 € par mois, je ne sais pas. Mais il m'a expliqué... Alors j'allais te demander, est-ce que tu es une infirmière millionnaire maintenant? Non, mais ma maison n'est pas si bien rangée que ça non plus. Voilà, mais je les ai tous lus. J'adore ces livres qui m'expliquent comment vivre ma vie. Corée vient de partager dans le chat... Corée vient de partager dans le chat, en direct, un enregistrement de mon chien qui ronfle. Avec mon chien qui ronfle actuellement, je crois, en background. Moi, je l'entends pas, mais je pense que vous, oui. Oui. Au point que je me suis dit, Alex parle beaucoup trop dans l'épisode, et en fait, non, j'ai supprimé la moitié de... On continue. Revenons à ton super livre. Je sens que t'as tellement pas envie d'en parler. Non, j'adore le développement personnel, j'adore ces livres. Je trouve que ça m'enrichit, en vrai. Ça m'appauvrit, puisqu'il y en a certains, je les achète. Donc, ça m'enrichit pas du tout. Mais j'aime bien. Ça, je trouve ça fun. Et donc, qu'est-ce que je voulais dire? Tac, tac, tac. Il y en a un que j'avais vraiment aimé, c'était l'art des listes. Mais après, tous les autres, vraiment, lisez-les, vraiment, si vous aimez les livres de développement personnel. Parce que, est-ce que c'est bien? Non. Est-ce que j'ai appris des trucs? Pas vraiment. Et est-ce que je le recommande? Déjà, il faudrait que j'arrive à le finir, parce que peut-être que ça devient super quelques pages avant la fin. Mais je commence à avoir des doutes. Pour moi, ce livre, il devrait s'appeler « Petit traité de manipulation » avec en sous-texte « Comment les Coréens vous manipulent pour acheter des CD de BTS et regarder des dramas de liminaux, alors qu'il y a 50 ans, ils n'avaient pas l'eau courante. » Parce que c'est littéralement le propos de l'autrice. Et en plus, c'est lu en audible, par une personne la Corée, c'est pas son truc. Du coup, elle dit la K-pop. Elle prononce mal tous les noms de groupes de K-pop, tous les noms d'artistes, tous les noms de la Terre, elle les prononce très mal. L'auteur fait référence à d'historiens en histoire occidentale qui ont étudié des trucs chinois. Enfin, il y a rien qui fait sens. Mais en gros, c'est les Coréens, ils sont plus intelligents que tout le monde. Voilà. Et parce qu'ils ont le nunchi. Nun, c'est l'œil en coréen. Chi, c'est la mesure. Donc ça veut dire qu'ils arrivent en gros à lire la pièce dès qu'ils rentrent dans la pièce, et c'est extrêmement rapide. Et de temps en temps, dans le livre, il y a des petits quiz, genre, il t'expose une situation, comment vous réagiriez? Souvent, je réagirais ni comme A, ni comme B, ni comme C. Mais bon, moi, j'ai peut-être pas un nunchi pas puissant, mais très rapide. Le but, c'est d'être très rapide pour, je comprends la situation, j'ai une réaction adaptée, pour que les gens, ils m'aiment, ils me comprennent, que mon patron me kiffe. En fait, c'est juste un traité de manipulation. Mais c'est écrit par qui? Parce que franchement, on dirait que tu développes tous les pires clichés sur les Asiatiques qu'on peut empiler depuis les années 80. Coréenne américaine qui a été élevée en Amérique, puis qui a été en Corée et en Amérique. Elle a vécu les deux faces. Et en fait, elle explique que le nunchi, c'est une façon de penser extrêmement rapide, et que la raison pour laquelle les Coréens se sont développés aussi vite et qu'ils sont aussi forts pour tout,
que la K-pop, la Hallyu, les industries, l'économie, c'est parce qu'ils sont rapides. Et ils arrivent à s'adapter. C'est vrai qu'ils s'adaptent extrêmement bien. Le pays s'adapte extrêmement vite, ça, j'en doute pas. Mais ça, c'est grâce au nunchi. Et elle va t'expliquer comment est le nunchi, comment appliquer le nunchi quand tu as de l'anxiété sociale, comment tu vas réussir socialement, professionnellement, en voyage. Moi, je pensais que c'était comme le livre sur l'ikigai au Japon. Ikigai, c'est ta raison de vivre. Genre que ça allait être un truc vraiment... elle allait expliquer plein de trucs sur la société coréenne et tout ça. Et au final, elle balance tous les clichés que la personne qui va lire, qui n'est pas coréenne, va vouloir entendre et se dire « Super, je vais pouvoir avoir de la répartie ». Et en fait, c'est juste un traité de manipulation, mais pour te dire, si tu veux réussir comme la Corée a réussi sa révolution industrielle, lis ce livre et apprends de mes enseignements. Et moi, au bout de 2 heures, j'ai lâché prise parce que c'était redondant et... peut-être, oui, on me dit en commentaire que c'est la dame qui n'a pas compris le nunchi. Mais... Et puis, j'ai trouvé ça très malaisant. Bah, j'aime pas quand on m'explique quand on m'explique comment manipuler les gens. Et... l'intelligence émotionnelle, bah, oui, certes. Moi, j'aime pas trop les trucs qui disent comment retourner l'esprit des gens en face de vous, comment comprendre ce qu'ils pensent pour dire ce qu'ils veulent entendre. C'est ça, en fait. C'est le même livre, mais tourné en mode... là, c'est la Corée. Et elle dit une phrase dès le début qui me fait un peu bizarre, genre, une fois, j'étais petite, j'ai dit un truc qui a vexé quelqu'un, et j'ai dit, pardon, je l'ai pas fait exprès. Et ça, faut pas le dire. Je l'ai pas fait exprès, c'est pire que de l'avoir fait exprès. Ben non, en fait. C'est les losers qui disent ça. C'est ça, j'étais là. Non, en fait, c'était méchant, vaut mieux pas l'avoir fait exprès et dire vraiment, je suis désolée, je le ferai plus. Non, là, je l'ai fait exprès. C'était volontaire. Les mots, ils ont un impact. Et après, je lui ai craché dessus. Alors, note, si un Coréen crache devant toi, c'est qu'il a envie de te cracher dessus et qu'il veut que tu te dégages de son chemin. Mais c'est ce que je ferais, ça me dégoûte tellement les crachats que de toute façon je me barrerais. Mais franchement, et en plus, là, ce qui est régulier dans ce livre, c'est qu'elle te rappelle l'histoire de la Corée, comme quoi la Corée a quand même perdu toutes les guerres auxquelles elle a participé, etc. Mais que justement, c'est un pays qui a énormément de qualité. Mais quand tu écoutes ce livre, c'est très maladroit. Alors soit ça a été traduit très maladroitement, mais je suis pas sûre. Ou sinon, c'est vraiment juste un livre comme l'intelligence financière, un livre qui veut vendre des livres et qui joue vachement sur les insécurités des gens. Tu te dis, waouh, les Coréens, BTS, machin, mais ils sont trop stylés. Moi, je veux être comme ça. Et moi, je suis complexée. Je sais pas m'exprimer en public. Moi, quand je dis une blague, ça tombe à côté de la plaque. Peut-être que là, je saurais mieux réagir et tout ça. Je veux dire, si un livre, il avait autant d'effets bénéfiques, peut-être qu'on en serait... Les médecins le détestent. Et du coup, ouais, voilà, comme dit Zenigata en commentaire, c'est beaucoup de pensées magiques. Et du coup, ça m'a déplu parce que j'aime bien ces livres. Marie Kondo, elle me fait délirer. J'adore certains de leurs principes et tout. Mais là, c'est trop des gros sabots. Et puis, j'en ai rien ressorti à part... Et puis, je pense que le fait que la lectrice soit ce qu'elle est, c'est-à-dire qu'elle prononce K-pop tout le temps, moi, ça m'a beaucoup... mise mal à l'aise. Ça, sur un audio, le lecteur ou la lectrice, c'est ultra important. Oui, mais la K-pop, c'est un truc vachement important dans le paysage culturel. Donc, un mot aussi commun, aussi mal prononcé, toutes les 5 minutes, moi, ça m'a un peu épuisée. Et à chaque fois, si on revient... et sinon, dans telle situation... genre, la première mise en situation, je vous dis ça, et après... vous rentrez dans une pièce, vous connaissez personne, et là, il y a quelqu'un qui vient de raconter une blague... Elle est de toute évidence pas drôle et il y a des gens qui se forcent à rigoler. Vous comprenez que c'est le patron, alors vous rigolez très fort. Vous dites une blague que vous savez qu'elle est drôle, au moins tout le monde rigolera. Ou réponse C, vous rigolez pas trop fort. Et je veux dire, c'est quoi ces quiz? Enfin, moi, réponse D, je repère le bar. Je vais me faire toute petite à côté. Où sont les toilettes? C'est par là, super, j'ai repéré mon... Non, mais en fait, c'est vachement genre... J'aime pas les... t'es peut-être pas le public aussi, tout simplement. Voilà. C'est pas... Il y a des livres de ce genre-là que j'ai lu et que j'ai apprécié, j'en ai retiré
des choses positives, ou que j'ai pu les recommander à des gens. Celui-là, je le recommanderais à personne, en fait. Et j'ai regretté, parce que ma bibliothèque est bleue, j'aurais pu dire, vas-y, un livre qui est dans ma bibliothèque, c'est en lien avec le bleu. Là, quand j'ai vu la bibliothèque de Lisa, je me suis dit, il y a un Tardis. J'aurais pu finir le bouquin sur Ruby. Il y a plein d'idées qui me sont venues après. Tu l'as à côté de toi? À côté de toi, t'as un bouquin Alex Kingston Oui, parce que là, je me suis dit, je le lirai pour essayer de me Doctor laver Who. l'esprit de cette couverture bleue qui était le pouvoir du Nunchi. Et du coup, je me suis dit, mais c'est pas grave, je vais lire un autre livre. Et j'ai pas eu le temps de le finir avant l'enregistrement. Donc, je me suis dit, je pars là-dessus. Les gens sauront que je lis des livres de développement personnel. Ouais, mais de mentaliste. C'est mentaliste. Et voilà, si vous voulez devenir un excellent mentaliste... Le Nunchi. Voilà. Mais en plus, ça fait trop art martial et tout. C'était juste pour qu'elle ait... Et à chaque fois, elle dit oui, le Nunchi, l'œil et la mesure. Mais en fait, c'est un mot qu'on n'entend jamais. Le Nunchi. C'est pas comme l'ikigai qui a toutes les sauces. Le Nunchi, je veux dire, c'était une des premières fois que je lisais ce mot. Je me suis dit, c'est sûrement un concept de fou. C'est de la Mais manipulation. t'as regardé si elle l'avait inventé ou si ça existait? Non, ça existe. D'accord. Ça existe, mais c'est pas... C'est débunké depuis longtemps, quoi. Bah, disons que c'est un concept que chez nous, ça s'appelle... Ça a un nom, en fait. C'est juste que dire « je vais vous apprendre la manipulation », c'était pas... C'était peut-être moins vendeur. Ça faisait moins stylé, ça faisait moins tradition, machin. Il y avait moins l'enrobage marketing, en fait. Alors que le pouvoir du Nunchi, t'es là... T'as l'impression que t'as un truc un peu ancestral en toi, que tu vas apprendre, qui a une autre culture et que tu peux t'approprier. Non. Voilà. Ok, très bien. Ça coûte 15 € quand même, donc bon, c'est peut-être un peu cher. Par contre, Alex, la prochaine fois que tu lis un livre de développement personnel, tu peux me faire des vocaux, s'il te plaît? Si tu veux. Le mois prochain, j'en lis un nouveau, hein, comme tous les mois, j'en lis un. Parce que moi, j'ai avec toi s'il faut. Et donc, t'as partagé un lien auquel ça t'a fait penser, Lisa? Oui, c'est ça. C'est donc Petit traité de manipulation à l'usage des honnêtes gens de Robert. Mais c'est un vrai truc? C'était pas une connerie? Non, c'est un vrai truc, mais en fait, c'est un bouquin de sociologie sur les biais cognitifs et tout. Ah oui, donc c'est pas... Ça n'a rien à voir. Enfin, c'est pas du développement personnel. Du tout. Mais c'est vrai que le titre est hyper racoleur et je me rappelle l'avoir lu il y a très très longtemps et de pas avoir compris grand chose, de pas avoir accroché. Enfin, je l'avais lu pour le titre un peu et puis je sais pas, j'en ai pas gardé et ouais, j'en ai trop rien gardé quoi. Mais je suis très curieuse de le relire maintenant que j'en connais un peu plus sur la vie, genre, et sur ce qu'est la sociologie, parce que je crois que j'ai lu ça quand j'avais 20 ans et que c'était pas une discipline qui me parlait vraiment, quoi. Alors que maintenant que j'ai un peu plus de contours, j'aimerais assez le relire. Ça fait longtemps que c'est dans ma palle et qu'il passe en arrière parce que il faut lire Silo, parce que voilà. Lisez Silo. Même si ça n'a rien à voir là, ça rentre pas du tout dans le cadre bleu. Est-ce que vous avez des choses à ajouter sur le Nunchi, le développement personnel, la manipulation Parce que, alors, tu as parlé d'intelligence émotionnelle. Pour moi, l'intelligence émotionnelle ne va pas forcément avec de la manipulation. Ah oui, mais dans ce livre, vraiment, oui. Lisez, répondez. Les gens vous aimeront, les gens, ils sont comme ça, les gens, ils vous mangeront dans la main. Après... Oui, mais c'est plus de l'intelligence émotionnelle, ça c'est de la manipulation. Toi, en tant qu'infirmière, t'es obligée de faire preuve d'intelligence émotionnelle pour être au contact des gens. C'est pas pour autant que tu vas aller les manipuler. J'ai eu des formations pour ça. C'est la semaine de communication. Tous les ans, on avait une semaine où ils regroupaient tous nos trucs sur la communication et l'émotion et tout ça. Et je suis formée aussi à côté de ça sur d'autres modes de soins psychologiques, émotionnels et tout. Mais c'est des choses qui sont cadrées et justement où on m'a toujours dit c'est des choses qui sont dangereuses parce que comme vous savez manipuler les gens, le but c'est pas d'aller chercher quelque chose que vous devez pas aller chercher ou de leur apporter quelque chose que vous devez pas leur apporter. T'as toujours une distance, un truc à garder. Et justement,
ça, plus le fait d'écouter des podcasts comme Méta de Choc, etc., ça me fait avoir un recul. Quand j'entends ça, à chaque fois, je suis là, mais non, ça va... Faut pas instiguer ce genre de choses. C'est vraiment quelque chose qui va au-delà et qui est un peu malsain. Ça m'épate que tu écoutes Méta de Choc et que tu continues de lire des livres de développement personnel, en fait. Mais parce que je trouve ça rigolo, en fait. Ok. J'adore le sous-texte derrière. Moi, quand le gars, des gens me disent que je vais devenir millionnaire si je lis un livre, mais moi, je me dis... Bon, souvent, ce livre-là, je vais l'emprunter à la bibliothèque ou le trouver dans une boîte à livres, mais je me dis, c'est impossible mathématiquement que je devienne millionnaire parce qu'il n'y a pas des millions qui rentrent sur mon compte en banque, de base. Donc, j'ai calculé. En gagnant mon salaire, à la fin de ma vie, même si je travaille jusqu'à ma mort, non. Je ne serai pas millionnaire, je ne toucherai pas 1 million d'euros. Donc, et je lis ça et je me dis, mais il y a des gens, ils vont lire ça et le prendre premier degré. Et qu'est-ce qu'ils vont chercher là-dedans ? Et moi, je trouve ça génial. Je trouve que ces gens, c'est comme les gens qui vendent des formations pour devenir formateurs sur Internet. Pour moi, c'est toute une mécanique qui me dépasse. Enfin, pas qui me dépasse, mais que je trouve très intéressante. Tu me fais penser à ma mère qui regarde Faites entrer l'accusé, pas parce que elle est comme tout le monde attirée par les histoires horribles, mais parce que elle aime voir l'aspect psychologique des gens dans ce genre de situation. Oui. Par contre, moi, je regarde premier degré Faites entrer l'accusé. Hein, Oui, mais comme tout le monde, comme beaucoup de gens. Voilà. Mais non, parce que qu'est-ce que tu veux, Marie Kondo elle me dit de trier ma maison et de dire merci aux objets quand je les jette à la poubelle. Merci, fond de teint périmé depuis 10 ans. Bah non. Salut. Je suis désolée, c'est que j'ai pas le bon... Parce qu'en fait, pas le bon état d'esprit. J'ai une collègue qui est 100% là-dedans et qui m'en parle tout le temps. Genre, elle me dit, mais le pendule me l'a dit. Le pendule l'esprit... Il y a un esprit dans cette pièce. Moi, je suis là, mais... Après, ça, c'est des croyances, c'est encore autre chose. Oui, bien sûr, mais quand... disons qu'il y a des choses qui sont évoquées dans Méta de Choc, genre les constellations familiales, des trucs... Moi, j'ai vu des gens vraiment, les yeux dans les yeux, m'en parler comme s'ils me parlaient de... j'ai pris un augmentin parce que mon médecin me l'a prescrit parce que j'avais une maladie. Oui, mais c'est des croyances. La foi, c'est comme ça. T'y crois dur comme fer, quels que soient les trucs qu'on peut te dire, oui, mais c'est pas possible parce que c'est le principe des croyances, des religions, de la foi. T'y crois dur comme fer. Mais ces livres aussi. Tu crois que ce livre va t'apporter quelque chose et tu vas pas aller chercher... Tu te dis, ce livre va m'apporter quelque chose. Quand j'aurai fini ce livre, j'aurai une clé en plus dans ma vie pour... Vraiment, genre, tu te dis, ça va... Alors, il y a des livres qui sont très basiques, très terre-à-terre, très pragmatiques. Il faut faire ça, ça, ça et ça. Et puis, il y en a qui vont être plus dans... Donc, je sais pas, c'est vraiment une question de perception personnelle. Mais moi, c'est vrai que... En fait, tous les livres de développement personnel, je trouve qu'ils sont... C'est exactement les mêmes, mais sur des sujets un peu différents. Et quand on tombe là-dessus, sur YouTube ou quoi, sur les gens qui lisent ces livres, c'est vraiment un univers très intéressant. J'adore ça. C'est comme des bonbons. Tu sais que c'est plein de sucre et que ça a aucune qualité nutritionnelle, mais t'aimes bien en manger quand même. Et tu peux en manger. Oui. Faut juste faire attention de pas manger 4 paquets par jour, mais tu peux en manger. Ouais, enfin, finis pas chez Raël non plus, hein, ce serait dommage, quoi. De quoi ? J'ai fini pas chez Raël non plus, ce serait dommage, quoi. Je sais pas s'il a écrit des bouquins de... Oui, il en a écrit un. Oui. Il se vend à 1 000 €, genre sur Vinted. Ah, mais je l'ai vu, oui, j'ai regardé le truc Netflix sur Raël, en plus, il en parle. Ah, je l'ai pas vu, mais j'ai écouté un podcast qui parle du... qui en parle. Du truc de Netflix, ouais. Mais on l'a pas fait sur Watchlist ? C'est pas un Watchlist, non ? On en a pas parlé ? Non, on n'en a pas parlé. Non, on devrait. On devrait, oui. Moi aussi, j'en ai écouté un. C'était qui en parlait de ce documentaire ? C'était Lloyd. C'était C'est Lloyd. plus que de la... plus que de la... SF. Ouais. Science-fiction ? Ouais. Plus que de la SF ? Parce que c'est pas du tout de la SF, pour le coup. Non, mais je crois il me semble qu'il a reçu le réal, non ?
Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Bah, pareil, je l'ai écouté après avoir vu du coup le. Oh, moi, j'ai toujours pas vu. Mais le documentaire. J'irai pas le voir. Ça n'a rien à voir, mais c'est fascinant. Si vous avez le temps d'aller voir ce documentaire, c'est vraiment fascinant. Sur Raël, c'est sur Netflix. Revenons du coup à tout ça. Vous, du coup, Corée, Lisa, vous avez aussi vos petits traités de développement personnel qui vous vont bien. Sans jugement de ma part en posant cette question. Non, mais j'ai lu. Il y a des gens pour qui c'est important. J'ai lu le Marie Kondo, puis j'ai eu des enfants. Donc ça allait vachement moins bien avec Marie Kondo. Mais par contre, c'est vrai que je suis assez fascinée, rien que sur Instagram, en fait, quand tu vois toutes les belles photos de... Moi, je sais pas faire ça, en fait. Tu vois, la photo de ta pièce bien rangée, ou... Enfin, Lisa c'est très bien aussi dans la communauté tricot, quand ils font des super photos, et toi, t'es là, tu dis, putain, comment je galère le truc. C'est devenu un running gag à chaque fois. À chaque fois que j'apparais une photo tricot et genre ouais attends mais t'as pas l'air super, je dis mais je suis pas super, tu vois, je porte un pull. Je suis confort dedans. Il y a Wired dans le chat qui te demande si t'as jeté tes enfants après leur avoir tué. Pas loin. Grâce à Marie Kondo. Mais je le ferai quand ils quitteront la maison. Et donc voilà. Tu leur diras merci. Tu vois tous ces trucs où pareil les filles ou les hommes qui font des super trucs de photos de livres, moi je sais pas faire ça. Enfin je veux dire à un moment donné prends la couverture. Ouais, ça... Et pour moi c'est pareil parce que ça te vend un style de vie, ça te vend une manière de paraître qui est exactement mais qui est ça en fait. Hein. C'est le même principe que si tu lis que Marie Kondo en fait. Après que c'est un vrai problème. Ouais. Après, tu vois, moi, je sais que chez mes parents, c'est hyper bien rangé. Chez moi, c'est le bordel. Bon, voilà. Et encore, mes ados pensent que je suis hypermaniaque du rangement, alors que pas du tout. Ouais, alors moi, j'en connais des hypermaniaques qui estiment qu'ils sont ultra bordéliques. Alors je me méfie tant que j'ai pas vu l'intérieur de chez quelqu'un. Ouais, je me méfie de ce genre de. Il y a deux Christian Signol qui t'attendent à l'entrée. Mais j'ai déjà lu. À ton carton à l'entrée. Non, moi, en termes de livres comme ça, celui qui s'en rapprocherait le plus, c'est Jonathan Livingstone Le Goéland. Qui se rapproche du développement personnel Nunchi. Nunchi peut-être pas, mais dans mes lectures. Parce que des développements personnels au sens propre, j'ai pas ça. Mais Jonathan Livingstone Le Goéland me fait cet effet. En fait, ça fait partie des bouquins que j'ai les plus lus, bon, notamment parce qu'il se lit en 2 heures, mais pas seulement. Parce qu'en fait, il est plein de messages comme ça où tout nombre te limite et tu es un être infini. Voilà, plein de trucs comme ça. Mais quand je l'ai lu la première fois, ça m'a énormément parlé. Et puis en fait, quand je le relis à chaque fois, bah, tu trouves d'autres facettes et un peu en mode le dépassement de soi. Et puis tu veux faire quelque chose qui est pas attendu de ta part, de ta communauté. Et ben c'est ok en fait, parce que t'es capable de le faire, etc. Donc ouais, pour moi, c'est ce qui se rapprocherait le plus dans ma bibliothèque, en tout cas du développement personnel. Je l'ai beaucoup relu comme ça, en tout cas ce bouquin. Et voilà, enfin qui aborde aussi la mort, qui aborde voilà ce genre de thème. Okay. T'es mort mais t'es pas mort, et c'est ok en fait de penser encore à l'autre qui est mort. Très bien. Je crois qu'on a fait le tour de nos livres. Oui. Vous aviez d'autres livres en tête. Faisons une petite choré, comme on dit. Parlons de plein d'autres bouquins que c'était pas prévu. Je veux dire, on en est même pas 1 heure d'enregistrement, c'était jamais arrivé avant. Truc de dingue. Ah non, 1h15. 1h15 quand même. Mais c'était jamais... Ça fait... On n'est pas encore à 4 heures d'enregistrement, allons, poursuivons. On est des petites joueuses. Est-ce qu'il y a d'autres livres que vous auriez pu lire,
soit que vous aviez vu avant, après, finalement vous aviez pas envie de le lire maintenant, ou que vous avez déjà lu et qui aurait pu rentrer dans ce thème? Et ben moi je voulais absolument lire Le Lotus Bleu de Tintin, que je sais avoir lu enfant, mais dont j'ai aucun souvenir en réalité. Donc j'avais très envie de lire ça. Et je trouvais que ça avait un côté un peu facile. Non, mais dans le sens, enfin facile, parce qu'il est là dans ma bibliothèque, il est là, quoi. Et je trouvais que la quête d'un bouquin était intéressante aussi. T'aimes bien te mettre des barrières quand même. Ouais, je me crée des petits. Voilà. Après, peut-être des challenges. Ouais, c'est ça. Mais peut-être que j'aurais préféré lire Le Lotus Bleu. Je sais pas. Peut-être. Je vais peut-être le lire d'ailleurs, on sait jamais. Voilà, rien n'est arrêté. J'ai commencé à lire L'Invention du Japon, parce que c'est édité au Cavalier Bleu. Ok. Et en fait, j'ai calé parce que j'étais dans une histoire de minuit encore, là, à reprendre une histoire de bateau, tout ça. Qui vogue sans capitaine. Vous saurez au prochain club de lecture. J'ai aussi chargé Bleu de Pastoureau parce que c'est la première occurrence en fait quand j'ai fait des recherches sur Bleu, et qu'une histoire du bleu par rapport à la teinture et tout, ça m'intéresse pas mal en fait. Par rapport à la laine que je teins du coup, et voilà, donc... Oui, parce que tout à l'heure, tu as parlé de laine et de tout ça, mais oui, tu tricotes beaucoup et tu teintes ta laine toi-même. Ouais, c'est ça. Et tu la vends d'ailleurs, non? Oui. Et elle fait de très belles photos Instagrammables, je tiens à dire. Oh non. Donne-nous ton Insta comme ça, que les gens intéressés par l'achat de la laine sachent où aller. Le Zèbre Tricote. Voilà, sur Instagram, sur Etsy. Et donc, un bouquin qui parlait de la couleur bleue. La couleur bleue, mais du coup aussi au travers en fait de l'utilisation du bleu en teinture au fil du temps, avec quel type de pigments, voilà, l'indigo, la guède, voilà, donc j'étais assez curieuse d'en savoir plus sur le thème. J'avais pensé aussi à L'œil le plus bleu de Toni Morrison, mais ça fait partie des livres qu'en fait j'ai pas envie de lire. Bah, du coup, t'as bien fait de pas le lire. Non, voilà. Non, mais je sais que c'est un livre qui va me heurter, et j'ai pas envie de pleurer, de me faire du mal. Voilà, j'ai pas besoin de lire l'ouvrage pour croire à cette femme, ce qui lui est arrivé dans sa vie, quoi. Voilà, je la crois sans preuve, on va dire. Voilà, j'y crois. Oui, non, c'est pas comme la fée Clochette, j'y crois. Et je suis sûre qu'il y en avait plein d'autres, L'herbe bleue, que j'ai jamais lu au final. Je sais pas pourquoi, je l'ai pas lu, je sais pas, ça m'a pas porté. Bon. Plein d'autres trucs, il y avait quoi? Il y avait un truc avec Gengis Khan, là, le Seigneur bleu, ou je sais plus quoi. Non plus, je l'ai pas lu. Ouais. Il y a Zenigata dans le chat qui dit qu'il y a l'adaptation en fiction sonore du Lotus Bleu sur France Culture, si jamais ça peut t'intéresser, ou ça peut intéresser du monde. Dans le chat, dites-nous aussi si vous avez lu des bouquins en lien avec le thème bleu, ou si vous en avez qui vous viennent en tête, que vous avez déjà lu, ou que vous auriez aimé lire, pendant qu'on continue, nous, à dire. Les filles, vous avez des bouquins que vous avez déjà lus, qui auraient pu rentrer dans le thème, ou que vous auriez eu envie de lire, ou qui étaient potentiellement dans la shortlist ou longue liste selon... Ah bah oui, il y a Nous étions le ciel de la mer, une reco de Augra dans un précédent club de lecture. Premier club de lecture, non, le deuxième. Sur le thème de la mer. Sur le thème de l'eau. Enfin, oui, c'est ça. Sinon, il y a une très bonne saga de Cindy Van Wyder qui s'appelle Terre de brume. Et par contre, je suis en train de te chercher. C'est sur un monde post-apo. C'est un livre dont la couverture est bleue. C'est sur un monde post-apo où il y a un cataclysme qui a recouvert le monde d'une brume toxique. Et donc on voit la réunion de deux jeunes ados qui vont combattre le mal et la brume toxique. Par le pouvoir de l'amitié et surtout beaucoup de persévérance et de bec citron. Voilà. Très bien. Voilà, c'est une saga adolescente plutôt sympa, et
Je lis rarement des livres pour ados et en fait c'est plutôt cool parce que t'as pas de triangle amoureux, t'as pas de tous les adultes vont lui dire qu'elle a tort et puis au final elle va y arriver quand même. Enfin tu vois c'est plutôt bien. Ok. C'est bien fait. Ça tu l'as déjà lu du coup? Oui. Et je l'ai même acheté 2 fois parce que je me suis trompée. Terre de brume, mais oui. Je l'ai dans ma playlist. Il y a Zenigata qui dit que ça a été adapté aussi en fiction sonore sur la RTBF. Et effectivement, j'avais commencé à l'écouter et je l'ai pas fini, mais j'avais commencé à l'écouter. C'est en attente. Oui, voilà. Je savais pas que c'était une adaptation. Ok, ben, très bien. Ouais. Et toi, Alex, du coup, il y avait d'autres possibilités, d'autres trucs en tête? Alors, dans les livres que je n'ai pas lus, alors il y a le livre que j'ai commencé, mais qui était beaucoup plus long et beaucoup plus dur à lire. J'ai voulu lire la suite de La Servante écarlate, car j'ai découvert qu'en fait, il y avait un deuxième roman qui est sorti 34 ans plus tard, en 2019, par Margaret Atwood, Les Testaments, et qui se passe 15 ans après les événements de La Servante écarlate. Je pensais pas que c'était si vieux, La Servante écarlate. Et oui, c'est ça qui est fou. Et en fait, j'ai trouvé le livre audio, qui en fait est disponible sur Audible en VO. Et en VO, une partie du livre, notamment un personnage, est interprété par Margaret Atwood. C'est très difficile à écouter en VO parce que, notamment, Margaret Atwood a un accent très fort, avec un peu le côté patate chaude dans la bouche, donc il faut vraiment être concentré par moment. Mais il existe en français, Les Testaments, c'est ça que j'ai vérifié. Voilà, donc et ça, c'est quoi le rapport avec le bleu? Pardon? C'est et la quoi le rapport avec couverture le bleu? est bleue. La couverture est bleue. Et ce qui est rigolo, parce que La Servante écarlate, la couverture est rouge. Et là, la couverture, elle est bleue et un peu verte. Et du coup, quand j'ai vu la couverture, j'ai fait « Ah, mais ça a été une reco, en fait, qui a pop, comme je venais d'écouter La Servante écarlate il n'y a pas longtemps. » Lisa m'a donné une idée tout à l'heure, j'ai vu un TARDIS pop sur l'image. Ça m'a rappelé que j'ai toujours pas fini de lire A River Song, The Ruby's Curse de Alex Kingston, qui joue la femme du docteur dans Doctor Who. Qui joue River Song dans Doctor Who. Voilà. Doctor Who ayant, pour ceux qui savent pas, un vaisseau spatial qui s'appelle le TARDIS et qui est une cabine de police bleue. Et c'est absolument pas une figurine pop que j'ai, c'est ma copine la hyène laineuse qui me l'a crochetée. Et dedans, c'est une boîte à thé. Donc tu as un TARDIS au crochet qui sert à ranger du thé. Non, je range mon million dedans en vrai, mais c'est une boîte à thé. Tu ranges Mon million? Ton million d'euros? Oui. Elle a lu le livre pour devenir médecin. Oui, elle les a lus, les livres, pour de vrai. Ouais, mais le million, écrit. Le million a voyagé dans le temps et dans l'espace, quoi. C'est ça le problème. J'ai failli lire du Doctor Who pour cet épisode. J'ai failli lire Doctor Who The Angel's Kiss, A Melody Melon Mystery, qui est en fait un bouquin dont il est question dans un épisode de Doctor Who, et ils se sont amusés du coup à l'écrire pour de vrai. Et donc il est en anglais, ça fait partie de mes objectifs de cette année, c'est de lire ce bouquin qui est écrit en anglais, qui est très court, hein, c'est une nouvelle et je parle pas du tout anglais, donc c'est pour m'entraîner. Et en fait, c'est vraiment l'histoire de Melody Malone, et il n'y a pas du tout le TARDIS et le Docteur dedans. Donc, du coup, j'ai estimé que ça ne rentrait pas dans le cadre. Et j'ai failli lire Shada, qui est aussi un roman qui met en scène Doctor Who, pour le coup. Là, ça aurait été bon, mais je crois que je sais que Corée a des projets sur Shada, donc je me suis dit que ça ferait doublon, et que donc j'allais pas lire ça tout de suite. T'avais d'autres trucs en tête, Alex? Oui, juste un livre en fait que j'ai acheté et que j'ai pas lu. Ma spécialité, ça. En fait, Boulet a fait une collaboration avec Le BDiste, donc, le dessinateur. Oui, Boulet, le dessinateur, a fait une collaboration qui s'appelle Bolshoi Arena. Bolshoi Arena. Et voilà, la couverture est très bleue. Et je l'avais acheté parce que moi, Boulet, j'ai un petit problème. Je suis un peu fan. Fan et du coup j'ai fait waouh, Boulet a sorti un truc, j'achète, et je n'ai toujours pas lu. Voilà, il paraît que c'est très bien. Il paraît. Voilà, je vous laisse. Après non, j'ai pas d'autres recos parce que je lis beaucoup de livres rouges en ce moment plus que bleus. Après j'en ai un, mais je vais pas spoiler le titre parce que je vais essayer de le caler dans une reco
Un club de lecture en forcing. Tu veux garder le mystère. Avec de la mauvaise foi. Il y a Zenigata qui, dans ses anciennes lectures, un titre avec le mot bleu, qui s'appelle « Je suis né un jour bleu » par Daniel Tamnet. Et le résumé, c'est « À l'intérieur du cerveau extraordinaire d'un savant autiste ». Et donc, il nous dit que c'est une ancienne lecture dont il a un lointain mais agréable souvenir. Ouais. C'est pas le dernier Astérix et Obélix qui s'appelle l'Iris bleu, je crois. Peut-être. Je l'ai lu. Je l'ai pas lu, tiens. J'aurais pu. Bah, oui, il y avait les Schtroumpfs aussi, évidemment, qu'on aurait pu caser. Évidemment. Moi, dans les bouquins que j'aurais pu lire, mais que je n'ai pas lu, parce que du coup, comme je trouvais plus ma BD, il a fallu que j'aille sur autre chose. J'avais trouvé une liste sur Babelio ou un site comme ça de bouquins qui s'appelle Bleu, et du coup, il y avait notamment Snjor, S-N-J-O-R, je ne sais pas le prononcer, c'est du islandais, je crois, de Ragnar Jonasson, ou du suédois, c'est peut-être du suédois. Bref. Et donc je l'ai téléchargé parce que donc je l'ai pris en EPUB parce que c'est un polar et je me suis dit ça fait longtemps que j'en ai pas lu, ça peut être sympa. Et en fait j'avais l'impression que le seul lien avec la neige, c'était que le seul lien avec Bleu, c'est que ça se passe dans un pays où il y a beaucoup de neige. Et j'ai pas réussi à trouver d'autres liens et donc du coup j'estimais que c'était pas trop. Pour moi c'était pas assez en tout cas. Et donc j'ai commencé à lire et j'aime beaucoup donc je le finirai. L'immeuble Yacoubian, qui est édité chez Actes Sud dans la collection Bleu. Donc, ça rentrait dans le thème. Et en fait, c'est un roman égyptien de Ala El Aswani. Comme je n'ai absolument jamais lu de bouquin venant de cette partie-là du monde, je me suis dit que c'était l'occasion. Je voulais le résumer rapidement. Construit en plein cœur du Caire dans les années 1930, vestige d'une splendeur révolue, l'immeuble Yacoubian constitue un creuset socioculturel très représentatif de l'Égypte du XXIe siècle naissant. Dans son escalier se croisent ou s'ignorent Taha, le fils du concierge qui rêve de devenir policier, Hatem, le journaliste homosexuel, le vieil aristocrate Zaki, perdu dans ses souvenirs, Azam, l'affairiste louche aussi bigot que lubrique, la belle et pauvre Boussaïna qui voudrait travailler sans avoir à subir la convoitise d'un patron. Alors je l'ai lu ce passage, c'est plus de la convoitise, à ce moment-là c'est de l'agression sexuelle. J'en suis qu'au début, j'en ai lu 12%. Ça parle, comme il dit, de cet immeuble qui a été construit en 1930, comment il évolue, comment les gens qui y habitent évoluent. Et comme je l'avais dit dans l'épisode précédent avec les cailloux bleus, suivre les histoires des petites gens, des gens de la vie de tous les jours, au milieu de la grande histoire d'un pays ou d'un continent. Moi, ça fait partie des choses qui me plaisent vraiment et c'est exactement ce qui se passe dans ce bouquin. On aurait pu aussi lire les paroles de la chanson Les mots bleus. Est-ce que ça rentre dans c'est une lecture des paroles de chansons? Pourquoi Moi, pas, je lis très bien les paroles part. De chansons. Oui, là. J'ai lu L'île au trésor. Là, récemment, j'aurais pu le présenter. Finalement, ça se passe la mer. Mais bon, j'ai pas accroché. Enfin, je pense que ça m'aurait beaucoup plu si je l'avais lu ado, mais là, c'était moins... On a offert à Zenigata Tout le bleu du ciel de Melissa d'Acosta. C'est Émilie, 26 ans, condamnée à une espérance de vie de 2 ans par un Alzheimer précoce, souhaite prendre le large pour un ultime voyage, recherche compagnon pour partager avec moi ce dernier périple. Ça a l'air sympa ton livre. Un peu triste. Mais pareil, on me l'a proposé à la librairie, j'ai dit oulala, je vais chouinasser encore tout le truc, je vais prendre autre chose. Et voilà. J'ai vu passer aujourd'hui sur Instagram, mais j'ai pas le résumé, donc je vais pas pouvoir vous en parler plus que ça, mais ça m'a donné envie ce qu'en disait la personne qui le partageait. Mémoire d'une grande horizontale, mais cahiers bleus, de Liane Pougui. Ce livre, elle a marqué ce livre, c'est son journal intime, les cahiers bleus, mais voilà, c'est un journal intime. En gros, ça parle de... Elle explique que quand son mari s'est barré, elle avait une 50aine d'années, elle a cru, en gros... Enfin, son mari s'est dit que la pauvre... elle allait jamais s'en remettre, mais bon, il s'est quand même barré avec une jeunette. Et en fait, elle, tout d'un coup, a découvert que c'était possible d'être amoureuse de femmes, et a découvert sa vie, et n'a jamais été aussi heureuse qu'à partir de ce moment-là. Et du coup, lire les histoires d'une femme heureuse, pourquoi pas. Ça peut être sympathique. Ouais. Voilà. Mais tiens, sur les cahiers bleus, c'est marrant. Quand j'étais gamine, j'ai lu un livre qui s'appelait Les cahiers bleus de Zozo la Tornade. Et... Rien à voir, je pense. Non, rien à voir, en effet. Et d'ailleurs, c'est une littérature enfant.
fait partie des premiers livres, vrais livres que j'ai eus. Et c'est un enfant qui est très turbulent et pour être canalisé, on lui recommande d'écrire tout ce qu'il veut faire dans ses cahiers. Et que en fait, voilà, il s'invente des histoires, il retombe... Enfin, j'en ai un très bon souvenir, mais je me souviens pas plus de ce qu'il y a, juste que... Voilà. Mais c'est pareil, c'est des cahiers bleus dans lesquels on écrit son histoire. Donc ici, c'est proche. On a parlé de ce qu'a lu Iphigénie ou pas ? Non, vas-y. J'ai l'impression que c'est passé à l'as. Il y a Iphigénie donc, qui nous dit qu'elle a lu Peggy Sue et les fantômes, et plus spécifiquement Le jour du chien bleu, chez Plomb. Et Peggy Sue, de ce que j'en sais, c'est une détective, enfin c'est du bouquin jeunesse, et c'est une détective très connue aux États-Unis, je pense, non ? Je connais pas du tout. Publié à partir de 2001. En France alors, non ? Parce que pour moi, c'est... ça fait partie des références qui reviennent régulièrement dans certaines séries américaines, comme un truc assez connu. D'accord. Je vois pas. Pour moi, c'est ça. Et donc là, le bouquin qu'elle a lu, c'est Peggy débarque avec sa famille dans une ville entourée de bois. Les invisibles font bientôt apparaître un drôle de soleil au-dessus de la ville. Tous ceux qui s'y exposent deviennent d'abord très intelligents, puis totalement fous. Un chien exposé aux radiations prend bientôt le contrôle de la ville. D'accord. Donc t'as Iphigénie qui fait ses français, et Wiret qui dit c'est pas Peggy Sue, c'est Nancy. Non mais oui, oui, c'est vrai qu'il y a Nancy Drew aussi, mais Peggy Sue, ou alors je confonds les deux, peut-être effectivement. Alors pardon, mais si c'est français, pourquoi est-ce qu'elle s'appelle pas Chantal Dumont ? Je vous le demande. Parce qu'elle est issue d'immigration. Et que c'est ok. Peggy Sue. Oh, ça va, si c'est pour avoir des réponses politiquement correctes, c'est bon, quoi. Elle vit aux États-Unis, très bien. Bon, écoutez, je pense qu'on commence à avoir fait un peu le tour de tout ce qu'on avait à se dire. Hein. Oui. Non ? Allez, Zenigata nous en sort un dernier. Un poème qu'il aime beaucoup. La terre est bleue comme une orange, de Paul Éluard. On se quitte ici, sur ces belles paroles ? Oh non, on se quitte pas, on n'a pas tiré au sort. Ah mais oui, bien sûr. Je me disais, il me semblait bien qu'il manquait... J'avais en tête le montage, et je me disais, mais normalement, là, il y a un truc en plus. Je vais chercher ça tout de suite. Pendant ce temps, Corée, je t'en prie, rappelle-nous qu'est-ce qu'on fait dans le prochain club de lecture. Dans le prochain club de lecture, on va lire un livre sur le thème de la fantaisie épique. De l'épique fantasy, oui. De l'épique fantasy, oui. On n'a toujours pas de définition exacte. On n'a pas de définition exacte et que je suis pas du tout en train de lire un livre où je me demande si c'est pas de la fantaisie épique. Ouh là là. En tout cas, moi, j'en ai parlé avec des potes. Je leur ai dit ce que, tu vois, j'avais en tête, tout ça. Et là, il y a eu gros débat. Ah non, mais pour moi, c'est pas ça, l'épique fantasy. Ok, très bien. Bon, ben, moi, je me casse. Mais en fait, je pense que c'est du coup une question on peut sortir dans une soirée si t'as envie d'embrouiller tout le monde. Tu sais, tu poses la question, tu te barres. Oui, ouais, ou tu t'assois. Tu sais, tu t'assois et tu vas au bar prendre un petit verre et tu les écoutes, mais tu dis plus rien, juste tu les écoutes. Alors... alors, cette fois, le titre, c'est Lexine qui l'a proposé, ce thème. Oh, merde. Et le thème, c'est les livres avec des titres à rallonge. Et comme explication, elle a mis pas ça, quoi. Ça de Stephen King. Ouais. Bon, c'est bien, c'est encore un thème où on pourra vraiment aller chercher dans plein de choses. Oh, moi je vais être... oui. Bah voilà, je dis rien. Toi, t'as déjà une idée. T'as déjà trouvé ? Toi, tu sais, très bien. C'est infernal. Remarque, celui que je suis en train de lire, c'est à partir de combien de mots qu'on estime que ça rallonge ? Oh, au-dessus de 5, je pense, un truc comme ça. Enfin, dès que ça fait une phrase. Ouais, c'est ça, une phrase. Ouais. Bon, On dit qu'il y a un sujet, un verbe, un complément. Ouais. Ok. Donc Dune, par exemple, ça marche pas. Non, Ça marche pas. Et je t'aime non plus, même s'il y a sujet, verbe, complément. C'est un peu... Ah, j'avoue. Non, faut que ça vraiment fasse une plus de phrase où lignes. tu sens que...
Faut que ça... Ouais, mais 2 lignes, pareil, si c'est écrit très gros... Non, Après, j'ose pas donner des titres parce que donc du coup, est-ce que La fille qui rêvait d'un bidon d'essence et d'une boîte d'allumettes. Oui, par exemple. Mais bon, on l'a lu, c'est bon. Ah bon? Vous l'avez pas lu? Non, mais par contre, Pomme à la tête de... Je vais peut-être me pencher sur ce livre-là, du coup. Non, j'ai plusieurs idées. Est-ce que, par exemple, bon, j'en ai un par exemple là, qui m'est proposé, de Ala El Aswani, celui dont je viens de parler, qui dit, le titre c'est « J'ai couru vers le Nil ». Est-ce que c'est un titre à rallonge? Ça commence à être long. Oui, ça Alex, commence. elle est pas trop... Ah si, ça commence à être long, j'ai couru vers le Nil. Ok. On n'est pas... La plupart des livres de ma bibliothèque, il n'y a pas autant de mots, en fait, dans les titres. Je suis en train de regarder... Et donc, par exemple, si je voulais lire Doctor Who, The Angel's Kiss, A Melody, Malone Mystery, ça marche. Oui, ça marche. T'as casé ton livre. Tout à fait. Ok. Que tu n'as pas terminé, donc tu respectes totalement les règles. Absolument. Exactement. Et puis c'est pour dans 2 mois, donc ça laisse le temps. Oui. Moi, j'ai trouvé une nouvelle librairie. Est-ce que Le Monde Merveilleux du Et Caca, une ça nouvelle rentre? libraire. Non, ça ne rentre pas dans... Je sais pas, en fait. Est-ce que C'est par principe, je te dirais non, mais sinon, si tu ne l'as pas terminé... Non, je l'ai pas terminé, j'en suis à 45%. Non, mais c'est... En fait, je donne des titres, tu vois, à mi-longueur pour voir, pour essayer de... Ok. Mais on en reparlera hors antenne. Oui. Pour si on a un doute, pour faire valider par les autres. Oui, Et du coup, par Lexine en particulier, puisque c'est son thème. Mais c'est parce que moi, c'est vrai qu'il y a des fois des livres comme des titres de films français, moi, qui m'interpellent. Genre, je sais pas, moi, j'ai été acheter du pain et il pleuvait. Putain, pour moi, c'est l'histoire de ma vie, j'habite dans le Nord. c'est trop long. Bon, on va voir, on va en discuter. Iphigénie te dit, c'est j'ai couru vers le Nil et j'ai glissé sur une bouse de crocodile qui traînait là. Sinon, c'est trop court. Est-ce que les crocodiles font des bouses? C'est une excellente question. Écoute, donc on rappelle la réponse D. Avant de se quitter, prochain épisode Epic Fantasy. Oui. Qui sortira donc au mois de mai et au mois de juin. Nous sortirons l'épisode sur les titres à rallonge. Sur ce, on rappelle que le club de lecture de Choix-Pitre fait partie du label Podcut, que le label Podcut a d'autres podcasts qui parlent de plein d'autres choses. Nous vous invitons à venir découvrir ça. Venez sur le Discord pour discuter avec nous des bouquins que vous avez lus, aimés, pas aimés, de nous dire aussi ce que vous aimez bien manger, est-ce que vos chats vont bien, mettre les photos de vos petits chiens, tout ça, participer pourquoi pas à l'enregistrement dans le chat. Et puis nous avons aussi un Patreon, donc si vous avez un bal qui traîne au fond d'une poche, n'hésitez pas à le mettre dans la cagnotte, nous ça nous aide pour faire tourner la boutique. On prend pas de sous personnel sur cet argent, ça sert vraiment à faire tourner le label. Et puis surtout, n'hésitez pas à parler de nous pour qu'on puisse répandre la bonne parole des livres à lire, des bons livres à lire, à travers le monde. Et voilà, on se fait des bisous, on se dit à la prochaine. Bye bye. À la prochaine. Et bonne soirée. Bye bye. Salut.